Merci à toutes et à tous d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Au sommaire de cette édition, signature ce matin du protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Nous en parlerons dans ce journal. Démarré il y a quelques mois, les travaux de rénovation de la place du Souvenir ou place des Martyrs sont presque achevés. Dans cette édition, vous suivrez quelques citoyens apprécier la rénovation de cette place publique. Hors de nos frontières, la CEDEAO, à l'issue de son sommet virtuel de ce matin, suspend le Burkina Faso des pays membres. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et le président de l'Association des communes du Bénin ANCB ont signé ce matin le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. C'était au ministère du Plan et du Développement à Cotonou. Dorcas Awangan a suivi la cérémonie de signature. Suivez son compte rendu. La gouvernance locale au Bénin connaît des mutations profondes depuis l'avènement du chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement. La signature de cette convention en est la preuve. Cet acte vient concrétiser le rêve de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB qui vise à améliorer la qualité des services publics à la base. La signature d'une telle convention entre l'ANCB et le gouvernement est inédite. Je voudrais vous rassurer, au nom de mes pairs, que nous continuerons à jouer notre partition pour la réussite de cette réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. En renouvelant une fois encore mes remerciements au président de la République, à vous, messieurs les ministres ici présents et à tout le gouvernement, je voudrais réaffirmer la détermination des maires et de tous les élus de nos communes à travailler pour un succès éclatant de cette réforme. La signature de cet accord permet désormais de renforcer la coopération entre l'ANCB et le gouvernement béninois. L'objectif visé par cette convention que nous venons de signer est de tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de la réforme. En outre, elle vise à développer les cohérences nécessaires et les synergies appropriées pour un heureux aboutissement de la réforme. Et à travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée et inclusive où les acteurs majeurs que constituent le gouvernement et l'ANCB collaborent de plein accord pour la promotion du développement local et le bien-être des populations. Dans le but d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement a décidé de s'accorder sur plusieurs points, selon le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchani. Premièrement, la catégorisation des communes. Deuxièmement, le principe des rémunérations des différents responsables des mairies. Troisièmement, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Quatrièmement, les conditions remplies par les personnes qui désirent participer à l'appel public à candidature sur ces fonctions administratives. Cinquièmement, la date de prise d'effet des avantages de fonction des secrétaires exécutifs. Sixièmement, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes. Et enfin, le renforcement des capacités des élus et agents communaux. Cet événement fait suite au Conseil des ministres du 26 janvier qui a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les travaux de rénovation de la place du Souvenir, encore appelée place des Martyrs, démarrés il y a quelques mois, sont en cours d'achèvement. En attendant la fin des travaux et l'ouverture de la place au public, des citoyens apprécient. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. La place des Martyrs fait partie de notre histoire et on doit donner une image, une très belle image de cette place. Et ça a été comme ça depuis des années. C'est vraiment une bonne idée de refaire les choses, donner un aspect un peu plus joli pour pouvoir attirer aussi les étrangers, pour qu'ils savent au moins que
c'est quand même une place très importante. S'ils terminent et puis ils ne font pas la place publique est à côté, ça sera un travail fait à moitié. Et on sait que le gouvernement ne fait pas des trucs à moitié. En tant que citoyen béninois, j'adhère à tout ce qui est réflexion. Du moment où on n'a pas voulu déplacer la place, c'est déjà quelque chose de bien. Et puis c'est pour le bien de la population aussi. Et ça fait évoluer la ville. La réfection de la place des Mathis est une très belle initiative. Ça rend belle l'image de la ville au fait. C'est une très belle initiative et de telles initiatives sont vivement encouragées. Si les travaux allaient au-delà, la place publique aussi, si c'était pris en compte, ça serait plus belle, plus jolie, puisque le derrière gâte un peu, salit un peu l'image de ce qui vient d'être fait au fait. Je suis tellement content de la place qu'ils sont en train de réfectionner. Je suis tellement content. Ça donne un bon aspect à la ville. Mais ce que je souhaite, il faudrait, quand on finit la place, il faudrait que l'emplacement ici soit aussi bien fait aussi, pour que ça soit bien aéré. Le travail qui se fait à la place des martyrs est un bon travail. La statue et tout ce qui l'entoure est correct. Mais pour que le travail soit mieux apprécié, il faut qu'à la fin des travaux, on nettoie toute la place publique. Autorisation de 59 médias en ligne par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. C'est la décision 22-003/RAC du 19 janvier 2022 portant sélection de l'institution de régulation des médias au Bénin qui définit leurs modalités d'éligibilité définitive, mais en attendant que les accords soient signés par les organes sélectionnés, les consommateurs de l'information via les réseaux sociaux se prononcent sur cette décision. Ils sont au micro de Hayat Fouri. Vous savez, aujourd'hui le monde évolue et le numérique aussi évolue. Donc tout le monde n'a plus le temps de s'asseoir face à la télé pour suivre le journal et les infos. Donc on est obligé de faire avec. Ce qui veut dire que dans mon boulot, je vais prendre mon portable et suivre le journal en ligne. Mais le problème dans ce secteur-là, est-ce que la RAC aura les yeux dans tout ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils auront le temps de les suivre? Parce que le numérique aujourd'hui, il suffit qu'ils lancent une information et ça passe dans tout le monde entier. Donc s'il peut y avoir des garde-fous pour sécuriser la ligne, je crois que ça va beaucoup nous arranger parce que aujourd'hui, tout évolue et tout file. Donc, il faut que dans ce secteur-là, il faut qu'il y ait des yeux pointus de la RAC. Il ne faut pas que ça soit un truc de 2 jours et ils vont baisser les bras et après, on va dire que telle personne a mal parlé, telle personne a lancé des fausses informations. Moi, j'approuve ça. J'approuve ça. Et vous savez, la RAC ne fait pas les choses au hasard. Avant de faire, ils ont d'abord étudié. En cas de si, on va réagir comme ça. En cas de ça, il y aura telle réaction. Donc, sur ce point, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Parce qu'avant, c'était la radio qui était la plus suivie. La télévision vient en 2e position et la presse écrite vient en 3e position. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Mais si ce sont les médias qui envoient ça, ça a de crédibilité. Parce que les médias sont des professionnels. Ils vont traiter l'information. Je suppose, parce qu'ils savent qu'il y a la loi sur le numérique. Le code sur le numérique, parce que ça punit certaines dérives. Donc, ils sont censés connaître ça. Lorsqu'ils seront fautifs, parce qu'il y a les fake news, on va les appliquer la sanction. Si on ne les canalise pas un peu et on les laisse comme ça travailler, ils influencent, qu'on le veuille ou pas, la population. Ils influencent parfois même les décisions que nous prenons.
eu égard à cela, c'est une décision louable que le gouvernement a prise. Si il y a des lois qui encadrent cela et si le gouvernement prend une décision pareille, c'est parce que le gouvernement a déjà des trucs là, des appuis techniques derrière pour contrôler ces choses. Donc on ne peut pas prendre une décision pareille sans contrôle. Et on parle de contrôle, on parle de mécanisme, on parle d'appui technique. S'il y a ces choses, on pourra y arriver quand même. Hors du Bénin, le Burkina Faso, suspendu de la communauté des États de l'Ouest africain, des États ouest africains, j'allais dire, c'est la décision prise par la CEDEAO à l'issue de son sommet virtuel de ce matin. Pour l'instant, aucune autre décision n'a été décidée, mais l'organisation a par ailleurs demandé la libération du président renversé et se réunira à nouveau ce 3 février à Accra. Suivez cet élément. Un coup de force militaire, mais une opportunité pour réconcilier le peuple burkinabé. Lors de sa première allocution télévisée, le colonel Damiba tient à rassurer sur ses intentions et demande de l'aide à la communauté internationale. En ces moments particulièrement difficiles pour notre pays, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Arrivé au pouvoir ce lundi après avoir évincé le président à la tête du pays depuis 2015, le colonel Damiba a promis un retour constitutionnel dans les plus brefs délais. Il a reçu ce jeudi les différentes organisations syndicales ainsi que l'ex-chef de l'opposition. Objectif, selon les mots du nouvel homme fort du pays, restaurer une paix durable avec les forces vives de la nation. Quand ils nous assurent qu'eux, ils sont là surtout pour remettre le pays dans ses bases régaliennes, notamment l'intégrité territoriale de notre pays et la sécurité des populations. Nous avons pris bonne note et nous avons promis de le remettre. Depuis 6 ans, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes menacent quotidiennement la sécurité de la population. Il y a quelques jours, au moins 10 civils ont été tués dans le nord du pays. Ces dernières semaines, les Burkinabés sont descendus dans les rues pour demander la démission du désormais ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, jugé incapable d'assurer la sécurité de son peuple. Le Covid-19, au-delà de la crise sanitaire, c'est une crise économique et sociale que le virus a créée au Brésil, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie. Le Brésil, bien sûr, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie, voit le nombre de sans-abri augmenter de jour en jour. Suivez cet élément pour vous en convaincre. 31%. C'est l'augmentation du pourcentage de sans-domicile fixe à Sao Paulo pendant la pandémie de Covid-19, selon un recensement anticipé en raison de l'observation de la hausse de la pauvreté. Dans les rues de la plus grande ville du Brésil, près de 32 000 sans-abri ont été dénombrés. Certains ne s'imaginaient pas vivre un jour une telle situation. Avant, je regardais les sans-abri et j'imaginais que je ne serais jamais dans cette situation précaire. J'avais l'habitude de les juger. Maintenant, je le ressens moi-même. D'une vie normale à la rue, il n'y a qu'un pas pour ces Brésiliens. Alors que le taux de chômage a flirté avec les 15% début 2021, celui-ci a connu un recul de près de 3% entre août et octobre. Malgré cette baisse, la situation ne s'est pas arrangée pour cet homme à la rue avec sa femme enceinte depuis septembre dernier. Jusqu'à l'année dernière, j'avais une belle vie. J'avais ma maison, mes biens, j'avais tout. Et regardez où je suis maintenant. Il y a beaucoup de gens dans la même situation avec ce chômage au Brésil. Mais avoir une situation professionnelle ne résout pas tout dans un pays où près de 40% de la population active travaille sans contrat de travail ni protection sociale. Une situation de précarité qui ne permet que des achats de première nécessité. Dans ce contexte social compliqué accentué par la crise sanitaire, ces sans-abri peuvent tout de même compter sur l'aide des résidents locaux. Je vais manger de la viande aujourd'hui parce que j'ai reçu ce repas et il y a beaucoup de nourriture ici. L'argent que je gagne est suffisant pour acheter des couches, du lait et de la nourriture de base. Du bœuf, Dieu merci. Une situation sociale instable. Avant la crise sanitaire, le taux de pauvreté au Brésil s'élevait à presque 20%, selon des chiffres de la Banque mondiale.
En pleine crise politique, le Honduras a investi hier pour la première fois de son histoire une femme à la tête du pays. Elle a prêté serment hier donc. La nouvelle présidente promet un État socialiste et démocratique et déploiera et bien sûr tous ses efforts pour l'éducation, la santé, la sécurité et l'emploi. Mais son parti ne dispose pas de la majorité au Parlement. Le chemin sera difficile. Reportage. Melana Zelaya, nieta de la señora presidenta, sostendrá la Constitución. Y pone la banda presidencial. Suenan. L'émotion du moment après une semaine de tourmente. 2 mois après avoir été élue présidente, Xiomara Castro a prêté serment et devient la première femme de l'histoire à diriger le Honduras. Devant plus de 30 000 personnes dans le stade national de Tegucigalpa, la nouvelle chef d'État se lance pour un mandat de 4 ans qu'elle promet d'accomplir dans le respect de la Constitution. Nous nous engageons avec notre proposition de socialisme démocratique à jeter les bases d'une lutte frontale contre la corruption afin que ces faits, qui nous ont fait honte, ne se répètent plus jamais. Une prise de fonction devant plusieurs officiels. Le vice-président taïwanais et le roi d'Espagne étaient présents, mais c'est la vice-présidente américaine Kamala Harris qui a marqué les esprits. Révélation de la tension que portent les États-Unis à la situation politique au Honduras, la vice-présidente américaine a souhaité féliciter et encourager Xiomara Castro dans sa nouvelle fonction. Au nom du président Biden et de moi-même, nous vous souhaitons un grand succès. Nous apprécions que votre élection ait été une élection démocratique, que le peuple se soit exprimé. J'étais présente aujourd'hui pour assister à la cérémonie de votre investiture et il est clair que vous avez le soutien de beaucoup de gens de cet important et beau pays. Une majorité de soutien, mais encore plusieurs réticents. Malgré la rébellion au sein de son propre parti, Xiomara Castro a tout de même reconnu Luis Redondo comme président du Parlement. Une place qui devait être attribuée à Jorge Calix, député dissident élu par plus de 70 parlementaires sur les 128 titulaires. Pour éviter une escalade des tensions, la nouvelle présidente a précisé avoir proposé aux députés un poste de coordinateur au sein de son gouvernement, sans préciser si l'offre a été acceptée ou non. Une tentative de coalition pour remettre sur le droit chemin le Honduras, qui compte aujourd'hui une dette publique de 17 milliards de dollars et 70% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Voilà, messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et puis l'information se poursuit sur nos plateformes digitales, Twitter, YouTube et Facebook. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.